nombreux sont les politicards. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre toute sa signification. Ainsi, autant la musique militaire n'est pas la musique, la justice militaire n'est pas non plus la justice. Georges Clemenceau, c'est un ancien ministre député, sénateur de la République française. Citation à méditer en cette journée du 4 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à cette émission, le tribunal de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Bienvenue à tous et à toutes. Je suis Loukman Sanfo. Merci de nous suivre à travers la radio et la télévision. Disons bonjour au juge au siège. Bonjour Président, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci d'être là pour apprécier l'actualité avec nous sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames et messieurs, ce matin nous donnons suite à notre série d'émissions consacrée bien entendu au verdict de l'historique procès du putsch manqué de septembre 2015. Vous l'avez certainement suivi hier, nous recevions un représentant de la défense qui est venu en tout cas sur le postulat par lequel il a mené sa plaidoirie. Les avocats de la défense, vous le savez aussi, dans leur majorité sont restés très prudents. Ils ont annoncé vouloir aviser leurs différents clients avant d'envisager quoi que ce soit. Et aujourd'hui, c'est la partie civile qui se prête donc à l'exercice. Elle n'a pas caché, elle, sa satisfaction de voir le bout du tunnel et surtout les condamnations prononcées. Et ce matin, nous recevons Maître Guy Hervé Cam, un des principaux avocats des parties civiles. Bonjour Maître et bienvenue au tribunal. Bonjour. Vous êtes un habitué du tribunal? C'est chaque fois avec plaisir. Merci de nous répondre à notre convocation. Mesdames, Messieurs, la première partie pour commencer l'émission, les avant-propos. Nous donnons 60 secondes à chaque juge au siège pour formuler des avant-propos. Pour cette matinée, Bernard, nous commençons par vous. 60 secondes, d'accord, donc une minute, merci bien. Alors mon avant-propos va concerner la date d'aujourd'hui, c'est le 4 septembre, qui rappelle un 4 septembre 1947, donc la réunification de la Haute-Volta qui avait été partitionnée en 1932. Donc c'est une date éminemment historique, qui est ignoré, parfois oublié, parfois méprisé. Et on demandait certains écoliers ou certains cas ne savent pas à quoi cette date renvoie. Alors qu'il a fallu effectivement que cette date existe pour qu'on parle encore d'une Haute-Volta et ensuite un Burkina Faso. Et donc normalement on devrait pouvoir célébrer et commémorer cet anniversaire-là avec beaucoup plus de dignité et de fierté, parce qu'à cette époque des gens ont sacrifié leur honneur, leur intérêt partisan pour pouvoir se retrouver autour effectivement de l'essentiel. Donc c'est une initiative qui a été sous l'impulsion de la chefferie traditionnelle de Mogonava, de l'Église catholique et des intellectuels voltaïques en son temps, effectivement qui ont mouillé le maillot, comme on le dit,
pour que les uns et les autres acceptent de revenir reconstituer, parce que il y en a qui se retrouvaient avec soit le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire et qui se sentaient bien déjà dans leur peau à cette époque-là, mais qui ont su transcender ces choses-là pour revenir ensemble. Donc je pense que ces dévanciers-là nous ont légué un héritage qui est très grand. Donc sachons leur reconnaître tout le mérite qu'ils ont eu à faire et tout le travail qu'ils ont pu abattre pour qu'on arrive à la réunification. Maintenant, qu'est-ce que les héritiers en ont fait, pas d'interrogation. Mais c'est les d'autres dates-là, on est beaucoup plus accroché à ces dates, parce que ça fait vivre certains, on se bagarre. Puis bon, mais la date du 4 septembre, là on l'a pratiquement ignorée. Donc c'était en même temps un avant-propos interpellateur, et saluer tous ces historiens qui ont fait ce travail aussi de rappel que c'est une date qui est très importante dans l'histoire du Burkina Faso. Donc joyeux anniversaire à tout le monde. D'accord, merci bien pour ce bref rappel historique un peu plus pertinent. Geoffroy Varra, c'est à vous pour votre avant-propos du jour. Merci Président. Moi je vais m'intéresser à la situation préoccupante en Afrique du Sud qui interpelle beaucoup. C'est des cas de xénophobie. On a encore vu comme en 2008 des personnes qui sont tombées. En 2008, si ma mémoire est bonne, c'était pratiquement la soixantaine dans ces violences-là. Et ça prend aussi une autre tournure parce qu'on voit des pays comme le Nigeria qui décident d'avoir un émissaire, donc un envoyé spécial sur la question. On voit au sein même de la communauté nigériane des appels au boycott, notamment de certaines marques sud-africaines, MTN et même matière de télé, fournisseurs, DSTV. Mais ça ne va pas s'arrêter là et c'est ce qu'on pourrait même craindre d'ailleurs. Et c'est un pays aussi qui est coutumier de ce fait-là. J'ai parlé de 2008, il y a encore 2015, c'est récurrent. Mais à la réalité, il faut le dire, il y a le discours aussi, quelquefois, du politique. C'était un rappel, celui du ministre de la Santé, et qui parle du trou plein d'étrangers qu'il y a. Et quand on n'arrive plus à donner une réponse à des phénomènes comme le chômage, très vite on commence, et ça aussi c'est des fois dans les discours politiques entre les lignes, fait lire que c'est peut-être l'étranger qui est là, qui nous vole notre emploi et tout, et c'est des discours qui radicalisent. Donc c'est très dangereux, on le vit aussi peut-être dans des degrés moindres dans nos pays, mais c'est des choses qui continuent. Et même dans notre Afrique de l'Ouest, c'est des choses qu'on a vues. J'ai dit, il faut faire attention. Quelquefois, on pense que le rejet de l'autre, c'est souvent l'Occident qu'on incrimine. Mais entre nous ici, il faut reconnaître qu'on est pas forcément tolérant. Et puis, on voit hégémonie des personnes, alors qu'il y a une incapacité dans la gouvernance et à apporter des réponses claires aux problèmes qui sont ceux des sociétés. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être enroulé et c'est aussi ma doléance. Évidemment, nous allons y revenir certainement parce que ce qui a été donné de constater, c'est très grave et je pense que les questions soulevées méritent aussi d'être posées sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci donc à vous, juge Varra. Donc, passer donc cette première partie de l'émission Les Avant-Propos. Nous allons auditionner Maître Guy Hervé Kam, un des avocats de la partie civile dans le procès du putsch manqué de septembre 2015. Il va nous donner sa lecture de comment les choses se sont passées, et surtout le postulat par lequel aussi ils ont mené la plaidoirie des parties civiles. Alors, encore une fois, bienvenue à cette émission. On pourra commencer par de la pédagogie. Tout à l'heure, j'ai cité Georges Clemenceau, qui n'y croit pas à la justice militaire. Alors, nous savons que dans, on va dire, les paramétrages de la configuration même de ce procès-là, il y a eu les accusés qui ont eu droit à des avocats commis d'office, d'autres ont fait appel à leurs propres conseils. Vous êtes la partie civile. Quoi cela renvoie véritablement dans un procès, dans un tribunal militaire qui, nous le rappelons, est une juridiction d'exception quand même? Déjà, je vous remercie. C'est vrai que historiquement, le tribunal militaire est une justice d'exception. C'est parti donc des tribunaux qu'on appelait les tribunaux prévôtaux, qui étaient chargés donc de juger en fait les militaires, principalement pour les infractions militaires. Alors pour ce qui concerne le Burkina Faso, le tribunal militaire a des pouvoirs que personnellement je trouve trop étendus. C'est vrai qu'il a des pouvoirs limités donc aux infractions commises par des militaires ou aux infractions commises dans les enceintes militaires. Mais sa compétence en ce qui concerne le coup d'État là n'est pas liée à la qualité de militaire des acteurs. La loi prévoit que les attentats à la sûreté de l'État
sont de la compétence du tribunal militaire. Donc, même si ce sont des civils qui font un attentat à la sûreté de l'État, seul le tribunal militaire est compétent. Je vous dis net tout de suite que personnellement, je ne suis pas du tout fan du tribunal militaire. Je pense d'ailleurs que c'est une juridiction qui doit être au moins dépouillée de toutes ses compétences, notamment pour les attentats à la sûreté de l'État et d'autres infractions, qu'il existe une juridiction militaire pour juger des militaires s'ils commettent des infractions militaires, il n'y a aucun souci. Mais même ceux qui ont créé les tribunaux militaires, je veux parler de la France notamment, l'ont abandonné. Donc il n'y a pas de raison que nous on persiste là-dessus. Ceci étant, on dit souvent que la loi ne vaut que par ceux qui l'appliquent. Et je pense que le tribunal militaire de Ouagadougou, notamment en ce qui concerne ce procès-là, quand même, d'abord sur le plan du droit, a été revu. Son fonctionnement sous le régime Compaoré est totalement différent du fonctionnement actuel. D'abord, sous le régime Compaoré, il n'y avait pas de double degré de juridiction au tribunal militaire. Maintenant, il y a un double degré de juridiction. Sous le régime Compaoré, la question de la représentation par des avocats, notamment des avocats étrangers, n'était pas tranchée. Elle est tranchée actuellement. Sous le régime Compaoré, on parlait de commissaire du gouvernement qui était en quelque sorte un conseiller aussi du gouvernement. Maintenant, on parle de procureur militaire. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'avancées, mais ces avancées n'auraient servi absolument à rien si on n'avait pas eu dans cette juridiction des magistrats, juges professionnels et assesseurs qui ont su s'élever au niveau de la responsabilité qui leur incombait. Et à la fin de ce procès, il ne s'est pas trouvé quelqu'un, que ce soit de la défense ou de la partie civile, pour critiquer ces hommes-là. Tout le monde a trouvé qu'ils étaient à la hauteur de leurs responsabilités et le leur ont fait savoir. Je pense que le résultat auquel on aboutit aujourd'hui est aussi dû à cela. Donc vous n'avez pas expliqué à quoi ça renvoyait l'esprit de la partie civile que vous avez représentée. Écoutez, au niveau de la partie civile, nous partions déjà avec comme principal objectif de savoir exactement quels sont ceux qui étaient impliqués dans ce coup d'État-là. Qui a fait quoi, comme l'on dit. Ça, c'était le premier objectif. Il y avait un objectif à la suite de cela, c'est la réparation. Bien entendu, des gens ont été victimes, ils ont souffert dans leur chair, des gens ont perdu des êtres, des gens ont perdu des biens. Eh bien, la justice, c'est aussi réparer ces torts que ces personnes ont subis là. Mais attention, on aurait pu réparer ces torts sans passer par la justice. Évidemment. C'était très désagréable parce qu'il y a beaucoup de gens, et je me rappelle encore que le général Bassolé, lors de son intervention, a dit que bon, il aurait été aux affaires, qu'il allait arrêter ce procès-là et réparer en fait les souffrances des victimes, parce que c'est ça qui est important. Mais là, il y avait une confusion, mais alors totale, dans la mesure où on considérait que ce qui peut réparer une douleur, c'est l'argent. L'argent ne peut pas réparer la perte des nets. L'argent ne peut pas réparer le fait que vous souffrez. La douleur n'a pas de prix. Même si en droit on parle du prix de la douleur, la réalité est que la douleur n'a pas de prix. Donc nous avions deux objectifs. Le premier, il est atteint. Parce que nous l'avions dit dès le départ du procès, que à notre connaissance du dossier, il y avait des faits qui étaient établis. Mais ça, c'est notre interprétation des faits du dossier. Et nous disons, la défense aussi, normalement, a son interprétation des faits du dossier. Le tribunal aura son interprétation des faits du dossier, mais ce qui est constant, ce sont les faits. Donc, il était important que ces faits-là soient clairement discutés. Mais ils ont été discutés pendant 18 mois. À un certain moment, même l'assistance en avait marre. Mais le tribunal a tenu à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se plaindre de n'avoir pas pu dire tout ce qu'il voulait dire. Donc, le tribunal est tenu, les faits ont été discutés. Lors de nos plaidoiries, nous avons rappelé ces faits. Nous avons dit que ces faits constituaient des infractions. Nous avons dit qu'il y avait des personnes à la barre qui étaient responsables de ces infractions. Le tribunal nous a suivis. Finalement,
au niveau de la défense, ils estiment n'avoir pas été suivis, mais comme je dis, nous avions remarqué dès le départ une stratégie qui est une stratégie de déni de la part de la défense. Et même qu'à la fin du procès, lorsqu'on vous dit on ne peut pas avoir condamné pour attentat à la sûreté de l'État dans la mesure où le régime de la transition était lui-même illégal. Ça, ce sont des questions de fond sur lesquelles nous allons y revenir. Ma dernière question peut-être de forme, c'est quand on observe un peu, on regarde les avocats qui ont constitué les parties civiles, il y en a quand même qui ont une certaine estime au point de vue social. On avait espéré que lors de vos plaidoiries, les salles seront bondées de monde, mais c'est tout le contraire curieusement qu'on a pu remarquer, pour ne pas dire qu'elles étaient pratiquement vides. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à intéresser le peuple lors de vos plaidoiries. Non, je l'ai dit tantôt, les gens étaient lassés à un certain moment donné. Et puisqu'on parle de la forme, je pense que il faut aussi reconnaître que personne ne peut aller demander une autorisation d'absence pour aller suivre un procès, surtout un procès qui fait 18 mois. Donc le procès se tient en jour de semaine. Et c'est difficile pour les gens de venir. Et après, il y avait une sorte de manque d'organisation. C'est que personne ne pouvait aller à une audience en sachant qu'aujourd'hui c'est telle chose qui va se passer. Donc on ne pouvait pas se préparer. Il y avait quand même un aléa. Au début, nous on avait demandé qu'il y ait une conférence et qu'on puisse dire ok, tel jour c'est telle chose qui se passe, tel jour. Si ça se passe, on continue. Si ça finit à 8 heures, on arrête parce qu'on avait dit que c'est ça qui se passe et on revient un autre jour. En ce moment, les gens peuvent se préparer. Et malheureusement aussi, et c'est le plus grand regret, c'est que ce procès n'a pas été suivi par la presse. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que dans 20 ans, je ne sais pas sur quelle base les historiens vont travailler. On aura un problème de mémoire certainement. Passons la parole au juge de l'actualité, Bernard Boukma. Oui, la question de président sur la constitution de la partie civile, la question c'est de savoir si vous êtes allé vous-même ou bien c'est des gens qui vous ont sollicité. Parce qu'il y en a qui voulaient comprendre comment est-ce que ça se fait, cette constitution de la partie civile. Non, pour faire pédagogie, quoi. Aucun avocat ne peut se constituer de soi-même. Vous représentez des personnes et ce sont ces personnes-là qui doivent vous demander d'aller les représenter. Après, ça peut venir de plusieurs côtés. Bon, un avocat peut exprimer son souhait, voilà, d'être dans le dossier et puis bon, des gens le contactent, mais chez nous, l'avocat ne va pas dire à un client je veux te défendre. C'est interdit, c'est considéré comme du démarchage. Donc tous ceux qui sont dans le dossier, que ce soit à la défense ou dans les parties civiles, ont été constitués par des clients, sauf du côté de la défense où la loi prévoit aussi qu'on peut avoir des constitués d'office. Voilà. D'accord. Geoffroy Var. Question de généralité. Si vous voulez, bien sûr. On va directement. On peut aller au fond, si vous voulez. Voilà. Moi, je pense que le premier problème qui avait été posé, parce que hier, on a reçu ici la défense, et c'est la question de la légalité même du régime sur lequel il y a eu la tentative. Et pour eux, c'était un peu la ligne et la stratégie qui a été adoptée. Ils n'ont pas été suivis. Je disais et je demandais hier, est-ce que c'était pas si fragile? C'est clair que de l'autre côté vous balayez ça du revers de la main. On avait posé la question hier, on vous retourne la question. Est-ce que le débat ne méritait pas de se poser? Non, on ne balaye pas du tout du revers de la main, mais c'est un argument qui est tout à fait léger. Pourquoi? Parce que le régime de la transition est issu d'une charte qui a été elle-même arrimée à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel de l'époque, institué par Blaise Compaoré, a statué sur cette question en disant que la charte fait partie de la Constitution. Et ce que j'ai dit, c'est que toutes les composantes du Burkina Faso, y compris le pouvoir déchu, a signé la charte. Donc, à partir de ce moment, le débat ne se pose pas. Les institutions internationales, l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, tous ont reconnu la charte et ont reconnu que la charte fait partie donc du bloc constitutionnel du Burkina Faso. Donc la légalité ne pose plus de débat, ni en droit national, ni en droit international. Mais ce qui est intéressant dans ce débat, et je pense que la défense ne s'en rend pas compte, lorsqu'on dit que en réalité on ne peut pas condamner des gens
parce que le régime de la transition lui-même était illégal, moi je pense que c'est un aveu de ce que oui, nous avons commis des actes, mais ces actes-là ne peuvent pas être qualifiés d'attentat à la sûreté de l'État parce que le régime que nous avons renversé est lui-même illégal. Donc au moins là, on est d'accord qu'ils ont renversé un régime par la violence et que le débat se porte maintenant de savoir si ce régime-là était lui-même légal ou illégal. À partir de ce moment, moi je trouve que cette posture, parce qu'ils l'ont débattu à la base, cette posture simplifie même la tâche parce que tout le monde est d'accord qu'ils ont renversé un régime, même eux-mêmes. Là où on n'est pas d'accord, c'est la légalité de ces régimes. Et bien sûr ça, j'ai dit, vous prenez la Constitution, vous prenez le Conseil constitutionnel, vous prenez les décisions des Nations Unies et tous, vous voyez que ce régime était illégal. Donc le débat est clos. D'accord. Là-dessus, on a pu entendre quelqu'un qui a fait un raisonnement par l'absurde en disant, est-ce que si vous volez quelqu'un qui venait à peine de voler aussi, est-ce que votre vol représente véritablement un vol puisque lui-même était un voleur? Absolument. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Peu importe qui est ce autrui, c'est une soustraction frauduleuse. Donc le débat ne se pose pas. Et comme je l'ai dit, en fait, en droit, ça s'appelle les mobiles. Pourquoi j'ai renversé le régime? Parce que je pense que le régime était illégal. Pourquoi j'ai volé? Parce que je pense qu'il n'en était pas propriétaire. Pourquoi j'ai tué? Parce que je ne l'aime pas. Parce que il courtise ma femme. Ainsi de suite. Ça, ce sont les mobiles. C'est la raison pour laquelle l'infraction a été commise. Et en droit, on dit à tous ceux qui font un jour de cours de droit pénal que le mobile est inopérant. Le mobile n'a aucune incidence sur la constitution de l'infraction. La constitution de l'infraction connaît des exceptions qu'on appelle les faits justificatifs. Et les faits justificatifs, c'est par exemple la légitime défense. C'est l'excuse de nécessité. J'ai commis un acte parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, à part ça, c'est tant qu'il n'y a pas de fait justificatif et que ce sont les mobiles, c'est inopérant. Donc oui, on comprend que ceux qui ont fait le coup d'État en voulaient à fond au régime de la transition. Mais ce n'est pas une raison juridiquement valable pour justifier un coup d'État. C'est vrai que dans le fond, pour eux, c'est la question de qualification. Quand on dit attentat à la sécurité de l'État, ça veut dire au moins que ce qui est balayé est légal. Il pose le problème. Mais est-ce que derrière, même quand on juge, l'enjeu n'est pas plus grand? Parce que dire que la transition elle était illégale, on sait que les répercussions sont très fortes aussi. Est-ce que ça n'a pas pesé? Je comprends pas un peu la question. Je veux dire, c'est quoi? C'est que à partir du moment où on va dans la logique de suivre leur ligne, ça veut dire qu'on reconnaît à un moment donné que la transition elle-même est illégale. On sait que les répercussions sont très fortes. C'est-à-dire que notre charte, elle n'avait rien en termes de base sur la Constitution. Je dis les enjeux sont majeurs. Est-ce que ça ne pèse pas aussi dans le regard que les juges ont à la fin? Ça ne pèse pas sur les décisions? Non, je ne pense pas que une personne moyennement douée de raison tombe dans ce débat-là. Écoutez, on a aujourd'hui un président élu auquel ils en appellent pour la réconciliation et autres. Il est élu sur la base de la charte. Ces gars ont des députés à l'Assemblée nationale. C'est sur la base. Tout ça en cause. Non, c'est pour dire. Non, c'est pour dire que on ne peut pas accepter la charte et de la transition, participer aux élections, ainsi de suite, municipales, législatives et tout, présidentielles. On ne peut pas accepter la charte et faire ça et la contester parce qu'on a fait un coup d'État. Ça ne marche pas. Et comme je l'ai dit, on peut discuter. Moi, je peux sortir aujourd'hui, je dis qu'il y a deux soleils dans le monde. Voilà, le soleil qui est au Burkina, c'est pas le soleil qui est aux États-Unis. Je peux sortir les dire, mais c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Je vous ai dit que sur la question de la légalité de la transition, du régime de la transition, il n'y a pas de débat. Est-ce que vous avez déjà entendu une seule institution sérieuse remettre en cause la légalité du régime de la transition? La réponse est non. Ce sont toujours les mêmes personnes et simplement après le coup d'État, lorsque le régime de la transition a été mis en place. Est-ce que vous avez entendu ces mêmes personnes critiquer le régime de la transition? Je me rappelle que le président Kafando,
qui était le président de la transition, a créé une commission pour la réforme du RSP. Qui en était le président? C'était le général Diendéré. Là, il est aux ordres du président de la transition. Si ces gens estimaient que le régime de la transition était illégal, eh bien, ils devraient s'y opposer dès le 23 novembre 2014. Ce n'est pas après le coup d'État qu'on se souvient que non, en fait, finalement, ce régime était illégal. Là-dessus, on peut vous retourner un autre argumentaire. Quand le président Thomas Sankara a opéré son coup d'État, on était dans une sorte de régime révolutionnaire. On n'a pas non plus entendu des voix qui se sont élevées pour dire que c'était un régime illégal, mais nous savons tous que c'était pas un régime démocratiquement élu et installé. Oui, mais le régime était, si vous voulez, illégal, mais c'était un régime légitime. C'est ça la réalité. Parce que là, on est tous d'accord, on est tous d'accord que c'était un régime d'exception. En la matière, on parle de régime d'exception. Un régime qui n'est pas fondé sur la Constitution. C'était un régime d'exception. Les révolutionnaires étaient d'accord, c'était un régime d'exception. Mais ce qui faisait la force de ce régime, c'est aussi sa légitimité. Le débat sur la légalité en son temps ne se posait pas. Autres mœurs. Vous êtes un homme de... Le débat ici, c'est celui de la légalité. Vous êtes un homme de droit. La légitimité n'est pas... voilà. On peut pas mesurer la légitimité j'ai dit, mais autant le régime de Sankara était un régime d'exception, autant le régime de la transition n'était pas un régime d'exception. Pour la simple et bonne raison que quand il y a eu l'insurrection, et je vous rappelle que l'insurrection est contenue dans la constitution du Burkina au moment des faits, et que quand il y a eu l'insurrection, toute la communauté internationale était au Burkina et ont décidé que ce n'était pas un coup d'État. Ça, on était tous là. Ça a été dit. Et c'est pour ça que des institutions ont été mises en place pour continuer en fait la démocratie burkinabé. Moi, oui, sur le sujet. Oui, allez-y. D'accord. Hier aussi. Sur le même sujet, je pense qu'on a épuisé. Et il y a aussi la question des. Vous avez parlé des écoutes, vous avez parlé des faits, donc de ce qui est ressorti lors de ce procès-là. Et lorsqu'on écoute la défense, ils disent, ils posent encore des problèmes de forme. Bon, on parle d'écoute, on parle de documents. Oui, mais c'est sur la base de quoi on les a eus. Et ils disent qu'on a fait écouter des choses, mais on n'a pas crevé la question de savoir est-ce que c'est dans le processus légal normal qu'on a pu les obtenir et donc on pourrait les évoquer. Vous voyez, tout ça, ce sont des débats de quelqu'un qui se noie et puis qui s'accroche à tout. Sinon, cette question, ce débat n'existe pas. Je me rappelle de la formule très heureuse que Maître Farama avait dit à l'audience lorsque les gens disaient justement que la décision de placer des gens sur écoute n'a pas été prise par un juge. Et Maître Farama, il disait, bon, il ne le souhaite pas, mais la prochaine fois que vous allez faire un coup d'État, il faut avoir l'amabilité de prévenir les juges pour qu'ils puissent prendre des décisions pour vous mettre en écoute. Vous faites un coup d'État et vous voulez que vous soyez mis en écoute en avant alors que personne ne sait. Sur la question, le débat fondamental en droit qui est posé, c'est le conflit entre la vie privée et la sûreté nationale. Mettre quelqu'un sur écoute est une atteinte à sa vie privée. La loi, les conventions internationales interdisent cela. Maintenant, les atteintes à la vie privée ne constituent des violations que lorsque elles ne sont pas légitimes, lorsqu'elles ne poursuivent pas un but légitime et lorsqu'elles sont disproportionnées. Et aujourd'hui, quand on met en face la sûreté nationale et la vie privée, il n'y a pas de débat. Ça veut dire que pour des raisons de sécurité nationale, on peut mettre quelqu'un sous surveillance téléphonique. Et ça, toutes les juridictions internationales en matière de droits de l'homme, que ce soit la Cour de la CEDEAO, que ce soit la Cour européenne des droits de l'homme, que ce soit la Cour interaméricaine des droits de l'homme, ont une jurisprudence constante là-dessus. Donc les débats n'existent pas. Oui, mais ça se fait aussi dans le respect des procédures légales. Qu'est-ce que vous appelez le respect des procédures? On a pris l'exemple hier quand il dit que l'ordinateur du général Diendéré a été inspecté par l'expert sans faux.
Mais c'était pas sous son contrôle, on va dire. Mais ce n'est pas vrai. C'est tout simplement faux. L'ordinateur a été saisi. La saisie, lorsque on veut saisir des biens, le saisi, si on peut le dire ainsi, doit être là. Mais après, lorsqu'on procède à l'expertise, on ne le fait pas forcément à la présence du saisi. Ça, c'est faux. C'est du mensonge. Je vous le dis. Donc, à partir de ce moment où l'appareil a été saisi, dans les règles de l'art, eh bien, on le confie après à un expert pour faire le travail. Ben, l'expert ne va pas amener dans son... Est-ce que quand on fait l'autopsie, on amène le criminel dans la chambre d'autopsie? Ça ne se fait pas. C'est pas vrai. Et si l'accusé ne reconnaît pas les éléments qui sont... L'accusé est libre de ne pas reconnaître. Mais en droit, il y a des procédures. Lorsque vous n'êtes pas d'accord, lorsque l'expertise est finie et qu'on vous notifie, vous avez un délai pour faire des recours. Mais dans ce cas précis, ce qui va totalement en contradiction avec la raison, c'est que ces personnes qui avaient beaucoup d'avocats ont reçu notification de ces rapports d'expertise, mais elles ne les ont pas contestés. Donc, le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on vient à l'audience pour contester, ce n'est pas le lieu. On ne peut même plus contester parce que c'est passé dans du marbre judiciaire. On fait l'expertise, on vous communique, vous avez un délai pour contester. Si vous ne contestez pas, terminé. C'est coulé dans du marbre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on peut pleurer, on peut se plaindre, se complaindre, mais malheureusement, le droit ne peut pas se satisfaire de ces états d'âme-là. Vous voyez, si la justice et le droit devaient se satisfaire des états d'âme de 84 personnes et des 300 et quelques témoins, on ne va jamais finir. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles, c'est pour ça qu'il y a des procédures. Les gens n'ont pas respecté des procédures, ben ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et parce que quand on entendait la défense hier, il disait que il y a des documents que le général ne reconnaissait pas et qui étaient essentiels à charge contre lui. Et ça veut dire que c'est le problème, c'est qu'il n'a pas dénoncé cela tôt, ou c'est quoi? Mais le général, il reconnaissait quoi? Le général, il reconnaissait rien. Voilà. À un certain moment donné, là encore, je rigole, quelqu'un disait, est-ce que même c'est sûr que si on lui présente sa femme, il va la reconnaître? Le général ne reconnaissait absolument rien. Donc, et vous savez, en droit, la reconnaissance par l'accusé, l'aveu, n'est même pas considéré comme une preuve. Un accusé peut dire oui, c'est moi qui l'ai fait, oui, c'est mon ordinateur, et le juge va dire ce n'est pas son ordinateur. Donc, si l'aveu n'est pas une preuve à charge, elle n'est même pas exigée comme une preuve à décharge. Non, le général s'est mis dans une logique de déni, dans une logique de contestation. En ce moment, que fait le juge? Eh bien, le juge regarde la procédure. Est-ce que les procédures ont été respectées? Est-ce que tel fait est suffisamment contestable? Est-ce que tel fait est établi au-delà de tout doute raisonnable? Si la réponse est non, il entre en voie de condamnation. Si la réponse est oui, ben, il relaxe comme il l'a fait pour certaines personnes. Hier, effectivement, la défense aussi a aussi dit que c'était une manœuvre politique. Il a même cité pour faire plaisir aux autorités du moment. Là, nous avons insisté de savoir quel est le lien. Parce qu'effectivement, c'est une procédure qui a commencé sous la transition. Les premières écoutes, quand on les entendait, on était toujours sous le régime de la transition. Donc, mais pour lui, c'est beaucoup plus pour satisfaire les autorités du mouvement. Et donc, tout cela, c'est beaucoup plus de la machination parce que ce n'est pas été possible. C'est de la manœuvre politique. Vous qui avez été de la partie civile. Mais vous voulez quoi? Vous savez, dans ce type de procès, lorsque vous avez un accusé de la trempe du général Djendjiri, lorsque vous avez des accusés de la trempe d'une institution comme le RSP, lorsque vous avez des accusés de la trempe des hommes politiques qu'on avait, les infractions qui leur sont reprochées sont des infractions infamantes. Ils ont fait un coup d'État. C'est honteux. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se défendre dans une stratégie que nous, les juristes, on appelle la stratégie de la rupture. Ça consiste à quoi? Ben, ça consiste à dénigrer la justice, ça consiste à utiliser le procès comme un tremplin pour faire défendre des positions politiques, des positions idéologiques. Et ça, dans le cours de l'histoire, on a vu ça. On a vu ça dans les procès nazis, on a vu ça dans beaucoup de procès de terrorisme où les juges refusent même de reconnaître la justice qui les juge. On a vu ça dans le cas de Hissène Habré. Tout court. Donc, ce qu'il faut savoir,
c'est que cette défense-là est dans cette logique-là. C'est dans une logique de rupture. Tout ce qui se passe contre nous est de la machination, d'autorité illégitime. Il y a un proverbe en Djoula qui dit que, si j'arrive souvent pas à traduire ça, lorsqu'on parle de la sorcière, elle dit que la pluie menace. Donc c'est exactement ça. Donc on dévie totalement le débat pour le situer sur un autre terrain. Tant qu'il n'y avait pas eu le coup d'État, le général Diendéré avait tous les honneurs dans ce pays. Tant qu'il n'y avait pas le coup d'État, c'est la même chose pour Bassolé, même chose pour les Herman et les Léonce. Maintenant, il y a eu un coup d'État. C'est un fait. Donc on dit, il ne faut pas laisser là où on a cogné le pied pour s'en prendre à là où on est tombé. Là où on a cogné le pied, c'est le coup d'État. C'est ça le problème. Donc, vous dites que le coup d'État est un fait. Nous savons aussi que de façon collégiale, c'est une équipe qui a mené le coup de force auquel nous avons assisté. Mais si on prend de façon individuelle, et notamment le général Diendéré, c'est vrai que le verdict est tombé, mais quels sont, selon vous, en tant que partie civile, les éléments à charge qui vous confortent dans votre conviction aujourd'hui que il était le cerveau de l'opération comme il a été présenté au départ? D'abord, un élément basique. Comment peut-il avoir rédigé la proclamation du coup d'État le 14 septembre, avant le coup d'État? Et c'est ce document qui ne le connaît pas? On n'a pas besoin de sa reconnaissance. Ça a été retrouvé dans sa machine. Et je vais vous dire une chose. C'est que dans les premières déclarations du général Diendéré, il a lui-même dit que oui, il a rédigé avec l'aide d'un certain Ouedraogo Adama dit Tamis. Il l'a dit. Maintenant, il se rétracte. Mais c'est son droit le plus absolu. Mais ce qu'il a dit en toute liberté, avec des avocats, parce que le jour où il dit ça, il était assisté d'avocats, avec des avocats, se trouve corroboré par l'expertise de sa machine. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est faux, même si il revient là-dessus? Le jour où il dit ça devant les gendarmeries, devant le juge, parce qu'il a dit 2 fois devant le juge, il est avec des avocats. Ça c'est dans le dossier. Le sergent, l'adjudant-chef Nion dit, lorsque j'ai appris qu'on doit faire un coup d'État, je vérifie avec le général Diendéré. Il l'a dit, il l'a réaffirmé à la barre. L'expertise des téléphones montre qu'effectivement, il a envoyé le SMS au général Diendéré. Comment on peut, à partir de ce moment, mettre en doute son implication? Le général Diendéré dit, ce n'est que dans la nuit du 16 au 17, qu'à 4 heures du matin, j'ai su, après l'échec de toutes les négociations, qu'il s'agissait d'un coup d'État. Le DG de la police à l'époque des faits vous dit que le jour du coup d'État, à 16 heures, il m'a appelé, enfin après 16 heures, il m'a appelé et il m'a dit, il faut me soutenir. 30 minutes après, il m'a appelé et il m'a dit, je veux le soutien de la police. On prend le relevé des téléphones, ces appels existent. Je pense qu'on peut relever comme ça des faisceaux d'indices qui montrent comment le général Diendéré était impliqué dans cette affaire. J'ai parlé de votre confrère Ouedraogo Adama. Le général Diendéré dit, c'est lui qui a rédigé. D'accord? C'est le général qui l'a dit. Et que nous montrent les relevés des téléphones, c'est que le jour du coup d'État, ils sont en contact avant le coup d'État et en contact intensif pendant 13 appels téléphoniques entre eux, entre 13 heures, soit avant le coup d'État et 5 heures du matin le lendemain, hormis les temps de présence où ils étaient en face. Je pense que quand même ce dossier, moi je crois objectivement que le général Diendéré et son équipe, franchement, ils devraient se réjouir. Parce que les juges ont été cléments, mais c'est aussi ça le Burkina Faso. C'est vrai qu'on parle beaucoup. Bernard a moins parlé, on va lui donner la parole. Justement, puisqu'il est rentré dans le verdict, il y a des verdicts qui ont été donnés. Il y en a qui disent que la justice a été clémente. Pour certains, la main a été lourde. Alors, vous êtes la partie civile. Quelle est votre appréciation sur ce plateau?
Non, les sanctions sont clémentes. Le juge, en répondant aux questions, le général Diendéré n'a aucune circonstance atténuante. Aucune. Il est reconnu coupable de meurtre. Le meurtre est puni dans l'ancien code pénal d'emprisonnement à vie. Il est puni dans le nouveau code pénal de 11 à 30 ans. Diendéré, il a 20 ans, donc en dessous du maximum, alors qu'il n'a aucune circonstance atténuante. C'est une peine clémente, mais c'est une peine qui entre dans le corps du juge, parce que la loi lui donne une marge. Lorsque quelqu'un est puni de ça, tu peux lui donner entre 11 et 30 ans. Le juge a donné 20. Nous, en tant que partie civile, on ne va pas commenter, on ne va pas s'en plaindre. C'est l'impérium du juge. L'essentiel pour nous, c'est que le juge ait reconnu des coupables, que des personnes ont été à la cause des dommages que nos clients ont subis. Et ça nous suffit. Vous savez que vous soyez condamné à 1 jour de prison ferme, à 1 an de prison ferme, à des prisons avec sursis, ça n'a absolument aucune différence par rapport à votre responsabilité dans l'infraction. Vous voulez dire que les quantums n'ont aucune importance dans un procès de cette nature? Non. Pour nous, partie civile, ça a une importance. Mais pour nous, partie civile, ce que nous voulons principalement, c'était que des gens soient reconnus coupables et condamnés. Des gens le sont. On peut épiloguer sur les peines, mais nous disons, de notre constat, les peines ont été clémentes. Je viens de vous l'expliquer pour le général. Les peines ont été clémentes et extraordinairement clémentes. Mais nous n'en faisons pas un problème particulier. Aussi simple que ça. Ce qui, au niveau de la contumace, là, il y a les plus lourdes peines là-bas. Absolument, parce que c'est la pratique judiciaire au niveau de la contumace. Lorsque quelqu'un n'a pas daigné répondre à la justice, eh bien, dans ce que je sais, en tout cas, dans l'expérience en matière criminelle au Burkina, c'est que lorsque vous faites défaut aux criminels, eh bien, vous prenez la peine maximale. D'accord. Autre aspect lié par rapport. Allez, continuez, parce que là. D'accord. C'est aussi un enjeu de ce procès, la connaissance de la vérité. Est-ce qu'au terme de ce procès, vous avez l'impression que la vérité est connue? La vérité est connue par ceux qui veulent la connaître. Nous étions là-bas pour connaître la vérité. Nous avons assisté à ce procès et aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Nous savons pourquoi ça s'est passé. Nous savons par qui ça s'est passé. Maintenant, comme je l'ai dit, les gens ils peuvent contester. C'est leur droit le plus absolu. Mais les faits sont là, têtus, raides, mais d'une raideur cadavérique. Ces faits-là sont là. On ne peut pas les changer. Je cite, avant de passer la parole à Juge Vaha, un propos d'un de vos camarades de la partie civile, Maître Farama, qui dit, je cite donc, qu'il eût cru un jour que les généraux Diendéré et Bassolé et tous ces militaires qui, il y a quelques années de cela, étaient les hommes forts du pays, pourraient répondre à des questions de simples victimes. On a effectivement eu l'impression que vous, jeunes avocats, vous tirez votre propre satisfaction d'avoir eu à interroger ces accusés-là, plutôt que de travailler véritablement à la manifestation de la vérité, comme Bernard l'a souligné, parce qu'au terme de ce procès, beaucoup se posent, ils ont été condamnés, oui, mais est-ce qu'on a-t-on eu droit à la vérité? Je peux vous assurer d'une chose. Si j'avais un vœu à formuler depuis lors, c'était de n'avoir jamais à interroger ces gens-là. Parce que c'est dans quelles conditions? Les conditions dans lesquelles on les interroge, c'est qu'ils ont fait des morts. Donc, ce n'est aucune fierté. Nous, notre fierté, c'est d'avoir contribué à la manifestation de la vérité. C'est d'avoir, parce que nous aussi, nous avions une connaissance des faits. Vous savez, 15 000 pages de dossiers pour 2 juges professionnels, pour 3 magistrats du parquet. Eh bien, nous, en tant que partie civile, nous avions intérêt à ce que ces faits soient connus pour que des gens soient condamnés. Donc, les questions que nous posions avaient pour seul but de permettre la manifestation de la vérité. C'est vrai que dans beaucoup de cas, lorsque les accusés étaient coincés, ils refusaient de répondre. Mais c'était leur droit le plus absolu de ne pas répondre. Sauf que nous, ça ne nous démotivait pas. Pourquoi? Parce que, en droit, si vous pouvez ne pas répondre, vous devez vous attendre à ce qui est démontré contre vous soit considéré comme acquis parce que vous n'avez pas répondu. Donc nous, ça ne nous gênait pas. C'était un choix, c'est le choix dangereux qu'ils ont fait. Nous,
notre objectif n'était même pas le général Diendéré, ni le général Bassolé, ni aucun des accusés. Notre objectif, c'était la vérité. Il se trouve que sur le chemin de cette vérité-là, des gens se trouvaient là. C'est aussi simple que ça. Parlons justement du chemin de cette vérité. Vous dites, Blaise Compaoré est impliqué. Quand vous regardez, il y a des gens qui écopent de peine. Son implication, c'est quoi le degré? Et puis, quand on a défendu et quand on a passé ces heures-là, est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un qui aurait dû être inquiété? Écoutez, vous savez, dans ce procès, probablement, si on voulait, pour parler comme un ancien procureur général de ce pays, si on voulait ratisser l'arbre, peut-être qu'à la date d'aujourd'hui, l'instruction n'était même pas finie. Tant il y avait des implications. Sur le côté Blaise Compaoré, il n'y a pas eu d'instruction. Le juge n'a pas cherché à enquêter parce que probablement il a pensé c'était pas la peine, ça va perdre du temps, ainsi de suite. Sinon, oui, effectivement, dans les audios, c'est M. Djeri Maïga, l'ancien vice-président du MNLA qui est aujourd'hui décédé, qui le dit. Il le dit à Diendéré à un moment où il est avec le colonel Abdul Karim Traoré. Ils sont ensemble et ils appellent le général Diendéré et lui dit au général Diendéré, j'ai eu Blaise. Il m'a dit de me mettre à ta disposition et si tu me dis d'agir, d'agir. Il y a d'autres communications où il dit, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, nous n'attendons que votre signal. Et avec ça, est-ce qu'on peut dire que Blaise Compaoré n'avait rien à voir avec le coup d'État? La réponse est non. Mais maintenant, pour approfondir, savoir jusqu'où Blaise Compaoré était impliqué, il aurait fallu que le juge instruise aussi sur ce volet. Il a choisi de ne pas le faire. Est-ce que c'est pas parce que les écoutes dont vous parlez ne disent pas plus? Non, mais les écoutes, ce sont des indices. Les écoutes, ce sont des indices, et sur la base des indices, on continue. Si vous prenez par exemple le cas de Bassolé avec Guillaume Soro, on a parlé de l'authentification des écoutes, ainsi de suite. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le même document dont on dit qu'il n'a pas été authentifié, mais qui a été authentifié, la réalité c'est qu'il a été authentifié, dans ces mêmes écoutes-là, il y a d'autres éléments où le général Bassolé parle avec d'autres personnes, dont par exemple le colonel Damiba, qui était le commandant de Dori et qui l'appelait en renfort. Mais le juge, quand il voit cette écoute-là, eh bien il convoque le commandant Damiba et lui demande, est-ce que le général Bassolé vous a appelé? Il dit oui. Le commandant Damiba, qui est lieutenant-colonel aujourd'hui, est venu à la barre. Et il dit, oui, le général m'a appelé et la conversation qui a été transcrite, c'est notre conversation. Donc, en réalité, c'est pas, il y a des éléments matériels qui corroborent ces écoutes. Dernière question dans la série que j'ai. Quand on dit, on cite les noms, on a dit Blaise Compaoré tout à l'heure, Diendéré, d'autres noms qu'on cite. Vous avez la casquette du maître. Vous avez aussi d'autres casquettes qui vous a retrouvé sur le terrain à combattre ces personnes-là. Et pendant le déroulé du procès, on a entendu quelquefois des pics à votre endroit, que quelquefois on a l'impression que vous quittez l'avocat pour, quelquefois même il le cite, l'engagé du ballet citoyen. Comment vous avez géré ces choses-là? Non, personnellement, peut-être que je me trompe, comme on dit, le miel ne se dit pas doux. Personnellement, je ne pense pas avoir quitté une seule seconde ma robe d'avocat pendant le procès. Des gens, oui, ont attaqué, ont voulu que je quitte le rôle d'avocat. Mais non, je ne pense pas. J'ai toujours dit que nous sommes là pour le procès. Mais ces gens, je les comprends. Personnellement, je les comprends. Il y a certaines personnes qui savaient pertinemment que je savais des choses et ils pensaient que le fait que je sois là, je peux les dire. Mais j'ai toujours dit en off à ceux qui sont non. En réalité, les choses que moi je connais et qui ne sont pas dans le dossier, je n'en parlerai pas. Et je n'en ai pas parlé. Mais donc, il y en a pas mal, et c'était surtout cela. Parce que oui, pendant le push, on a eu à parler avec des gens, ainsi de suite. Donc on savait en réalité sur le terrain qui a fait quoi. Mais c'est pas dans le dossier. Maintenant,
ceux qui, pour cette raison ou pour d'autres raisons, s'en prenaient donc à mettre Cam à l'audience parce que j'étais aussi pour eux à l'audience le représentant du ballet citoyen dont on sait quelle a été l'implication pour l'échec du putsch. Donc je devais en réalité supporter la croix de tout le mouvement à l'audience, mais bon, la robe constituait une carapace suffisante pour supporter ça. Donc moi, franchement, ces choses, moi je ne les considérais pas. Mais engager objectif, c'est difficile. C'est difficile, mais dans la vie, c'est quoi qui est facile? Il faut. Quand je dis c'est difficile, c'est pour ne pas dire que c'est passé un chameau dans un trou d'aiguille. Non, mais je pense que à certains moments, il faut aussi savoir justement, c'est pas simplement dans ce genre de procès, hein, dans la vie, dans d'autres choses, les gens vont essayer de vous déstabiliser pour vous faire quitter en réalité l'essentiel. Et si vous cédez, ben tant pis pour vous. Mais il faut apprendre à ne pas céder. Lorsque vous voyez aujourd'hui dans la plupart des entreprises, lorsqu'on fait des recrutements, on dit que le candidat doit avoir une capacité de résistance aux pressions. C'est exactement ça. Les pressions, ça veut pas dire quelque chose, mais ça veut tout dire. Donc c'est exactement ça. Donc moi, sincèrement, tout ce qui concernait ma personne, en fait, dans ce procès, ça rentrait ici, ça sortait là, parce que c'était pas l'essentiel. Alors, à la prononciation du verdict, la partie civile que vous représentez, vous avez pris connaissance de ce qui a été énoncé, sauf que vous n'avez pas tout de suite immédiatement, on va dire, les motivations du jugement. Est-ce que ça, à ce jour, vous l'avez? Et pour ce qui est des qualifications de haute trahison qui n'a pas été retenue contre le général Diendéré, par exemple, est-ce que vous vous y reconnaissez finalement pour les motivations du juge? Non, malheureusement, on n'a pas encore la feuille de motivation parce que la loi donne une semaine au tribunal pour disponibiliser cette feuille de motivation-là. Hier encore, nous l'avons demandé, on l'a pas eu, donc on ne sait pas quelle est la motivation. Mais bon, je pense, hein, quand je regarde, peut-être si je veux faire de la loterie, je vais dire que connaissant le droit, la seule piste qui peut avoir été explorée par les juges, c'est de dire oui, il y a eu des contacts avec des puissances étrangères, mais ces contacts-là n'ont pas dépassé le stade de contact, parce que en réalité, en droit, il y a ce que nous appelons les schémas du crime. Le schéma du crime, il y a d'abord la pensée criminelle. Lorsque quelqu'un s'assoit et il se dit « Ok, je vais faire ça », là, il pense à faire une infraction. Ce n'est pas punissable. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la résolution criminelle. Je dis « Ok, c'est décidé, ce monsieur, je vais le buter ». Même si on le sait et qu'on me prend, ce n'est pas punissable. Il y a ce qu'on appelle les actes préparatoires. J'ai dit, ok, ce monsieur, je vais le buter, je vais aller acheter une arme, même si on me prend avec l'arme que j'ai achetée et tout, ce n'est pas punissable. Parce que j'ai pas encore atteint le stade du commencement d'exécution. Donc, peut-être que les juges ont considéré que pour certaines personnes, c'est resté au stade d'actes préparatoires et autres, et que, voilà, ce n'est pas passé à un stade suffisamment matériel pour être réprimé. Peut-être, mais on verra avec la feuille de motivation. D'accord, ok. Donc en attendant cette feuille de motivation pour savoir, parce que c'est ce qui a été retenu contre Gibril sur la trahison. Donc moi j'ai une question par rapport au grade, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. On parle de déchéance, de décoration, il y en a qui ont vite confondu sur la déchéance des grades, et d'autres se posent la question de savoir pourquoi ils portent toujours les galons. Maître, nous voulons voir votre réponse là. La réponse est que moi-même je me pose aussi la question. Voilà, c'est absolument à ne rien comprendre. Voilà, je pense que d'abord, même avant la fin du procès, l'armée avait, oui, la possibilité de prendre des sanctions. Ce sont des sanctions administratives, ce sont des sanctions militaires qui n'attendent pas. Et là encore, nous étions devant un tribunal militaire, c'est-à-dire que le tribunal aurait pu aussi les destituer. Ça n'a pas été fait, donc c'est totalement incompréhensible. Maintenant, il reste que l'armée garde toujours la possibilité de prendre des sanctions administratives de radiation contre ces militaires-là, donc tous les militaires impliqués. Donc voilà, mais c'est des choses qui sont incompréhensibles. Voilà. D'accord. On est dans les dernières minutes, pour ne pas dire que le temps s'est épuisé, mais on a vu qu'hier certaines
condamnés ont vite gagné les geôles, notamment à Guy Bassolé. Est-ce que c'est dans la procédure selon vous? Oui, c'est dans la procédure. Il est prévu dans le code de procédure qu'en pareille situation, la décision du tribunal, lorsqu'il y a une condamnation à des peines d'emprisonnement ferme, constitue un titre de détention, donc qui est immédiatement exécutoire. Ça veut dire que juste après l'audience, tous ceux qui ont une peine ferme et qui n'ont pas eu une détention préventive qui couvrait la durée de cette peine-là devaient aller directement à la maison d'arrêt. Maître Guy Hervé Cam, avocat des parties civiles à ce procès du putsch manqué de septembre 2015, merci d'être passé. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là pour cette audition. On espère que vous avez en tout cas donné des éléments pour comprendre les motivations, sinon le verdict qui a été annoncé. On espère les jours à venir aussi recevoir d'autres personnes qui seront peut-être des libres penseurs, qui peuvent avoir une appréciation au-delà des acteurs directs à ce procès-là. Merci de nous avoir suivis. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.